Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samuel Johnson, 78 ans, avançait lentement dans le petit couloir de sa maison, appuyé sur sa canne. Ses cheveux blancs encadraient un visage marqué par les années, chaque ride racontant une histoire de patience, de sacrifice et de générosité. Ancien professeur de mathématiques, il avait consacré sa vie à l'éducation et à l'aide des enfants défavorisés de sa ville. Sa fierté résidait dans sa dignité et le respect qu'il inspirait autour de lui. Mais cette journée semblait différente. En tentant de rejoindre la cuisine pour boire un verre d'eau, Samuel glissa sur le tapis et s'effondra lourdement sur le sol. La douleur dans sa hanche le fit gémir. Ses forces le quittaient peu à peu, et il comprit qu'il ne pourrait pas se relever seul. Tremblant et désemparé, il utilisa sa canne pour appeler son fils David, espérant qu'il arriverait à temps. Quelques heures plus tard, une ambulance arriva. Samuel fut transporté à l'hôpital Saint-Mariès, un établissement réputé pour ses soins de pointe, mais aussi connu pour son administration impitoyable. Les médecins diagnostiquèrent des fractures multiples et nécessitèrent un traitement immédiat. Samuel, fatigué et inquiet, espérait simplement que ses années de loyauté envers la société lui vaudraient un minimum de considération et de respect. À son arrivée, il rencontra le docteur Maxwell, le directeur médical, un homme élégant mais au regard froid, plus préoccupé par les comptes bancaires que par la souffrance humaine. Samuel s'installa dans sa chambre, pensant pouvoir se reposer et guérir. Il ne savait pas encore que l'argent deviendrait l'ennemi silencieux de sa survie. Quelques jours plus tard, Samuel, affaibli par la douleur et l'inconfort, reçut une nouvelle qui le frappa plus durement que sa chute. En raison de factures impayées, l'hôpital avait décidé de l'expulser de sa chambre, le laissant dans un couloir froid, sans explication ni accompagnement. Les yeux du vieil homme se remplirent de larmes silencieuses, tandis qu'il réalisait que la dignité qu'il avait toujours défendue pouvait lui être arrachée si facilement. À cet instant précis, Samuel ne savait pas encore que cette humiliation serait le début d'un combat qui rallierait sa famille, sa communauté, et finirait par mettre à nu la froideur de ceux qui choisissent l'argent plutôt que la vie humaine. David Johnson, 45 ans, avocat reconnu pour sa ténacité et son engagement envers la justice, franchit les portes de l'hôpital Saint-Mariès ce matin-là comme à son habitude. Il portait un costume sombre, impeccable, et son visage reflétait à la fois l'inquiétude et la détermination. Depuis l'accident de son père, il venait chaque matin s'assurer que Samuel recevait les soins nécessaires. Mais ce matin-là, la scène qui l'attendait le figea. Samuel n'était pas dans sa chambre. À la place, David aperçut une silhouette fragile assise sur le sol d'un couloir froid, recouverte d'une mince couverture, ses affaires entassées autour de lui. Les yeux de Samuel, habituellement calmes et sages, étaient remplis de confusion et de douleur. David s'approcha rapidement. « Papa !»« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, la voix tremblante mais contrôlée. Samuel leva faiblement la tête. « Ils m'ont mis dehors. »« David, ils disent que je n'ai pas payé mes factures ?» David sentit une colère sourde monter en lui, brûlante et irrésistible. Il se retourna vers l'infirmière de garde, qui baissa les yeux, visiblement gênée. « Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi mon père est-il ici, dans ce couloir ?» demanda-t-il d'une voix qui se voulait calme mais trahissait sa fureur. Peu après, le docteur Maxwell apparut, un sourire froid sur les lèvres. « Monsieur Johnson, je suis désolé, mais nous ne pouvons plus garder votre père dans sa chambre. Ces factures n'ont pas été réglées. » David serra les poings. Il savait que Samuel avait toujours été méticuleux avec ses finances et que cette situation relevait purement de l'injustice administrative. Sans réfléchir, il sortit son téléphone et commença à filmer la scène. Il savait que la vérité devait être documentée. « Docteur Maxwell, ceci est inadmissible », s'exclama-t-il. « Vous ne pouvez pas traiter un homme de 78 ans comme un simple numéro sur un compte bancaire. » Le docteur Maxwell haussa les épaules, indifférent. « Nous suivons les règles de l'hôpital. Si les factures ne sont pas payées, nous ne pouvons pas maintenir le patient dans nos services. » David se retourna vers son père, lui tenant la main. « Papa, je vais régler ça. Personne ne vous traitera de cette façon, je te le promets. » À cet instant,
David comprit que ce combat ne se limiterait pas à une simple réclamation à l'hôpital. Il allait devoir utiliser tous ses moyens juridiques et médiatiques pour protéger Samuel et s'assurer que justice soit faite. L'injustice vécue par son père serait le déclencheur d'un combat beaucoup plus grand, capable de secouer l'hôpital et d'éveiller la conscience de toute une communauté. Après avoir quitté le couloir glacé où Samuel était assis, David se dirigea vers son bureau temporaire à l'hôpital, son téléphone encore dans la main, ses yeux brûlants de détermination. Il savait qu'il ne pouvait pas se contenter de paroles, l'injustice subie par son père exigeait une action immédiate et efficace. Il contacta son équipe juridique, composée d'avocats spécialisés dans les droits civils et les affaires médicales. Ensemble, ils commencèrent à préparer une plainte pour négligence médicale, expulsion abusive et traitement inhumain. Chaque mot, chaque phrase était minutieusement choisie pour frapper l'opinion publique et forcer l'administration de l'hôpital à répondre. Mais David savait que l'aspect légal seul ne suffirait pas. Le docteur Maxwell et l'hôpital Saint-Maries étaient puissants, et leur image était soigneusement protégée. Il fallait mobiliser l'opinion publique. David sortit son téléphone et publia la vidéo qu'il avait enregistrée dans le couloir. La vidéo montrait Samuel, affaibli, recouvert d'une simple couverture, entouré de ses affaires, tandis que le docteur Maxwell justifiait froidement l'expulsion. Les images étaient frappantes et crues, chaque regard perdu de Samuel, chaque geste mécanique du personnel, témoignait de l'indifférence et de la froideur de l'administration. Quelques heures plus tard, les réactions commencèrent à affluer. Les partages se multipliaient sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes exprimaient leur indignation. Comment peut-on traiter un vieil homme ainsi, ou l'argent ne vaut pas la vie? Les médias locaux et nationaux contactèrent David pour obtenir des détails et des interviews. David répondit avec calme, mais avec une détermination palpable. Mon père mérite respect et dignité. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement un acte isolé, c'est le reflet d'un système qui préfère l'argent à l'humanité. Nous n'accepterons pas cette injustice. La colère de David se transforma en plan stratégique. Il savait que l'hôpital, face à la pression publique, serait contraint de réagir rapidement. Mais il voulait aller plus loin, protéger son père, attirer l'attention sur les pratiques inhumaines et créer un précédent pour que cela ne se reproduise jamais. La vidéo devint virale. Des journalistes vinrent interviewer Samuel, qui, malgré sa fragilité, trouva la force de parler avec dignité. Je ne suis pas ici pour me plaindre, mais pour rappeler que chaque vie a de la valeur. Peu importe l'âge, peu importe l'argent, nous méritons tous le respect. Cette déclaration, simple mais puissante, toucha des milliers de personnes. Le scandale prenait de l'ampleur. L'hôpital Saint-Maries, pour la première fois, sentait le poids de la critique publique et de la mobilisation citoyenne. David, conscient que le combat ne faisait que commencer, se préparait pour la prochaine étape, confronter directement l'administration et exiger réparation pour son père. La colère, la justice et la détermination s'étaient transformées en une arme puissante. Le lendemain matin, l'affaire de Samuel Johnson faisait déjà la une des journaux locaux et des chaînes d'information nationales. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages indignés, partages et commentaires dénonçant l'attitude inhumaine de l'hôpital Saint-Maries. Des hashtags comme #justice pour Samuel et #respect pour les aînés circulaient partout, suscitant un débat national sur les droits des patients et la dignité humaine. David, toujours au chevet de son père, surveillait chaque développement. Chaque appel de journaliste, chaque message de soutien renforçait sa détermination. Mais il savait que l'hôpital ne céderait pas facilement. Le docteur Maxwell et son équipe de communication essayaient de minimiser l'incident. Il s'agit d'une erreur administrative isolée, déclarait un communiqué officiel. Nous prenons le bien-être de nos patients très au sérieux. Ces déclarations, pourtant, ne faisaient qu'aggraver la colère du public. La vidéo de David, montrant Samuel dans le couloir, contrastait violemment avec le discours officiel de l'hôpital. Les internautes dénonçaient l'incohérence et l'hypocrisie de l'établissement. David donna plusieurs interviews, expliquant calmement mais fermement la situation. Il ne s'agit pas seulement de mon père. Il s'agit de tous les patients vulnérables qui dépendent de soins humains et respectueux. Personne ne devrait être expulsé de cette manière.
La tension monta lorsque des associations de défense des droits civiques et des organisations de protection des personnes âgées annoncèrent leur soutien. Des lettres furent envoyées au conseil d'administration de l'hôpital, exigeant des explications immédiates et la réadmission de Samuel. Les médias commencèrent également à enquêter sur les pratiques financières de l'hôpital. Plusieurs anciens employés témoignèrent anonymement, révélant que des patients avaient déjà été menacés ou expulsés pour des raisons similaires. L'affaire ne pouvait plus être ignorée. Dans le couloir de l'hôpital, Samuel, fragile mais conscient de l'ampleur de ce qui se passait, dit à son fils. « David, je n'aurais jamais pensé que ma vie pourrait devenir un exemple, mais si cela peut aider quelqu'un d'autre, alors je suis prêt. » David serra la main de son père, le cœur rempli de fierté et de colère. Il savait que le docteur Maxwell allait devoir répondre à cette vague de critiques et que la bataille pour la dignité de Samuel ne faisait que commencer. Le scandale grandissait à chaque heure qui passait, et l'hôpital Saint-Maries, pour la première fois depuis longtemps, ressentait le poids réel de sa responsabilité. La médiatisation était devenue une arme puissante entre les mains de David. Alors que l'affaire continuait de faire grand bruit, David décida de raconter au public qui était réellement son père. Il savait que l'image d'un vieil homme faible expulsé par un hôpital froid ne suffisait pas à mobiliser complètement la communauté. Il fallait montrer la grandeur de Samuel Johnson, ses années de dévouement et de générosité. David commença à enquêter auprès de voisins, anciens collègues et anciens élèves. Rapidement, un tableau éclatant de la vie de Samuel émergea. Ancien professeur de mathématiques dans des quartiers défavorisés, Samuel avait consacré plus de 40 ans à l'éducation. Il avait créé des programmes gratuits pour aider des centaines d'enfants à réussir à l'école et à poursuivre leurs rêves. Il avait régulièrement financé des bourses pour les élèves les plus méritants, sans jamais chercher à être reconnu. Il avait été mentor de générations entières, un modèle de patience et de courage. David publia ces informations sur les réseaux sociaux et dans les médias, accompagné de témoignages poignants d'anciens élèves et collègues. Rapidement, les messages de soutien affluent, des centaines de personnes racontaient comment Samuel avait changé leur vie. La communauté locale, émue et en colère, commença à se mobiliser activement. Des associations de citoyens, des groupes d'anciens élèves et même des représentants politiques prirent contact avec David pour exprimer leur soutien. Des pancartes furent préparées pour des manifestations pacifiques. Respect pour Samuel. Un patient, pas un compte en banque. L'humanité d'abord. L'opinion publique, désormais consciente de l'histoire de Samuel, se montra d'une solidarité incroyable. Les journaux et chaînes nationales diffusèrent des reportages sur sa vie, soulignant le contraste entre son dévouement et l'attitude froide de l'hôpital. Même certains employés de Saint-Maries commencèrent à s'inquiéter. Plusieurs d'entre eux contactèrent David en privé, exprimant leur honte et révélant que ce n'était pas la première fois que des patients vulnérables étaient traités de cette manière. Samuel, lui, observait tout cela depuis son lit réinstallé temporairement par David dans un coin sûr de l'hôpital. Malgré sa faiblesse, il souriait timidement. « David, je n'aurais jamais pensé que ma vie puisse inspirer autant de gens. » David posa une main ferme sur celle de son père. « Papa, tu as toujours été un héros pour tant de personnes. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui le voit. Et ceux qui t'ont humilié vont devoir rendre des comptes. » La mobilisation grandissait chaque heure, et l'hôpital, submergé par la critique publique, commençait à sentir la pression. Mais David savait que la confrontation directe avec le docteur Maxwell serait la prochaine étape pour obtenir justice. David savait que les campagnes médiatiques et la mobilisation publique étaient importantes, mais elles ne suffiraient pas à elles seules. Pour obtenir réparation pour son père, il devait affronter le docteur Maxwell en personne et mettre l'administration de l'hôpital face à sa responsabilité. Il demanda une réunion en urgence avec le directeur médical. Dans le bureau moderne et austère de Maxwell, les murs immaculés et les écrans d'ordinateur semblaient refléter la froideur de l'homme derrière le bureau. Le docteur Maxwell, élégant dans son costume gris, leva à peine les yeux lorsque David entra. « Docteur Maxwell », commença David d'une voix calme mais ferme, « nous devons parler de ce qui est arrivé à mon père. » Maxwell répondit, toujours détaché. « Monsieur Johnson, nous suivons simplement les procédures de l'hôpital. Comme je l'ai expliqué, les factures n'ont pas été payées. »
David planta son regard dans celui du directeur, laissant sa colère contenue éclater par l'intensité de son regard. Ce n'est pas une question de procédure. C'est une question d'humanité. Mon père a été humilié, laissé dans un couloir froid, fragilisé par son âge et sa santé. Et vous osez appeler cela suivre les procédures? Le docteur Maxwell déglutit, visiblement mal à l'aise. Il tenta de sourire, mais ce sourire ne cachait pas son embarras. Monsieur Johnson, nous sommes prêts à offrir des excuses. David leva la main pour l'interrompre. Des excuses ne suffisent pas. Je ne suis pas venu pour des mots vides. Vous allez réadmettre mon père immédiatement, garantir tous ses soins, et vous publierez une déclaration publique reconnaissant l'erreur de l'hôpital. Un silence lourd remplit le bureau. Maxwell regardait le jeune avocat avec une combinaison d'irritation et de respect forcé. Il comprit que David ne plaisantait pas et que le scandale médiatique, renforcé par le soutien de la communauté, ne ferait que croître si aucune mesure concrète n'était prise. David continua, déterminé. Et sachez ceci, docteur Maxwell, si vous refusez, nous engagerons toutes les actions légales possibles. Nous exposerons chaque détail, chaque témoignage, chaque injustice. Vous pouvez imaginer les conséquences pour la réputation de votre établissement. Pour la première fois, Maxwell baissa les yeux. La pression était trop forte. Très bien, murmura-t-il. Nous allons réexaminer la situation. David hocha la tête, sentant une petite victoire mais sachant que le combat n'était pas encore terminé. En quittant le bureau, il murmura à son père. Papa, bientôt, tu retrouveras ta chambre et tes soins. Mais nous irons encore plus loin, ceux qui t'ont humilié devront répondre de leurs actes. Dehors, le soleil brillait sur l'hôpital. David savait que cette confrontation directe marquait le tournant du combat. La tension était palpable, et la justice semblait enfin à portée de main, mais le chemin vers la réparation complète restait semé d'obstacles. Quelques jours après la confrontation avec le docteur Maxwell, David savait qu'il devait amplifier la pression. La mobilisation de la communauté allait être décisive. Il contacta les anciens élèves de son père, des associations locales et des groupes de défense des droits des personnes âgées. Tous répondirent présents. Le matin même, devant l'entrée principale de l'hôpital Saint-Mariès, une foule commença à se rassembler. Des pancartes brandies par des manifestants affichaient des messages clairs. Respect pour Samuel. L'argent ne justifie pas la cruauté. La dignité avant tout. La presse locale et nationale était présente. Des caméras filmaient chaque geste, chaque parole. Les journalistes interviewaient les manifestants, tandis que David, au centre de l'attention, parlait avec une détermination calme mais ferme. Ce que nous demandons n'est pas extravagant. Mon père est un patient âgé qui mérite respect et soins. Et nous exigeons que l'hôpital reconnaisse ses erreurs et change ses pratiques. Les anciens élèves de Samuel vinrent raconter comment il avait changé leur vie, certains les larmes aux yeux. Monsieur Johnson a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Je lui dois tout. Il a aidé des centaines d'enfants de notre quartier à réussir. Et maintenant, il est traité comme un objet. C'est inacceptable. Même certains employés de l'hôpital, témoins de l'injustice, commencèrent à s'exprimer anonymement. Ils racontèrent que Samuel n'était pas le seul patient victime de ces pratiques, et que beaucoup avaient été expulsés ou menacés pour des raisons similaires. La tension monta lorsque le docteur Maxwell observa la scène depuis une fenêtre de son bureau. Les journalistes, les manifestants et la communauté tout entière semblaient unis contre lui. La pression était palpable, et la réputation de l'hôpital commençait à vaciller. Dans le couloir où Samuel avait été laissé quelques jours plus tôt, David le rejoignit, tenant sa main. Le vieil homme, bien que faible, regardait la foule avec fierté. « David, je n'aurais jamais imaginé que tant de gens se lèveraient pour moi. »« Papa, » répondit David, « ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour tous ceux qui ne peuvent pas se défendre. Nous allons changer les choses. » Cette manifestation pacifique, combinée aux actions juridiques et médiatiques, fit comprendre à l'hôpital qu'il ne pourrait plus ignorer la voix de la communauté. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, David sentit que la victoire était réellement possible. Sous la pression combinée de la communauté,
des médias et des actions juridiques, l'hôpital Saint-Maryès céda finalement. David reçut un appel du docteur Maxwell. Samuel serait réadmis immédiatement, avec tous les soins nécessaires, et aucune restriction financière ne serait appliquée tant que l'affaire n'était pas résolue légalement. David, accompagné de quelques journalistes, retourna à l'hôpital avec Samuel. Le vieil homme, encore fragile et marqué par l'humiliation des jours précédents, pénétra dans sa chambre avec une lenteur mesurée, soutenu par son fils. La pièce était désormais équipée et préparée avec soin, et un personnel médical attentif attendait pour l'accueillir. Samuel observa chaque détail, chaque geste de l'infirmière, avec un mélange de gratitude et de soulagement. « Merci, David » murmura-t-il. « Merci à tous ceux qui se sont battus pour moi, je ne pensais pas que ce jour viendrait. » David serra la main de son père et répondit, les yeux brillants. « Papa, tu l'as mérité. Personne ne devrait jamais être traité de cette manière. Et nous allons veiller à ce que personne d'autre ne subisse ce que tu as vécu. » Le docteur Maxwell, présent dans la chambre pour superviser le retour, gardait un silence embarrassé. La tension de ces derniers jours avait laissé place à un sentiment d'humiliation. David savait que Maxwell comprenait enfin l'ampleur de ses responsabilités et l'impact de ses décisions. Dans les jours qui suivirent, Samuel reçut des soins attentifs et complets. Les visites de David et de la communauté ne cessaient pas, et chaque sourire, chaque mot d'encouragement renforçait la détermination de Samuel et de son fils. Le vieil homme retrouva petit à petit force et dignité, et le personnel médical commença à témoigner de son respect renouvelé pour le patient qu'ils avaient failli maltraiter. À travers cette réadmission, David comprit que la bataille n'était pas seulement gagnée pour Samuel, mais pour tous les patients vulnérables de l'hôpital. L'histoire de son père commençait à servir de leçon morale et juridique. Samuel, regardant par la fenêtre le soleil illuminer l'hôpital, dit à David. « Tu sais, David, parfois, je me demande si tout cela valait la peine. Mais voir toutes ces personnes se lever pour moi, oui, ça valait chaque effort. » David sourit, le cœur rempli de fierté. « Papa, ce n'est que le début. Il reste encore beaucoup à faire pour que ce genre d'injustice cesse. » Cette réadmission marqua un tournant décisif dans leur combat. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, il semblait que justice et dignité avaient repris leur place, et que l'hôpital devait désormais répondre de ses actes. Après la réadmission de Samuel, l'affaire continuait de faire parler d'elle dans tout le pays. Les reportages et les articles détaillant l'injustice subie par le vieil homme mettaient l'hôpital Saint-Maryès sous pression constante. Les conseils d'administration, les associations de patients et les organismes de régulation sanitaire exigeaient des réponses concrètes et des réformes immédiates. Le docteur Maxwell, autrefois sûr de lui, se retrouvait isolé. Son bureau n'était plus qu'un lieu de confrontation avec des inspecteurs, des avocats et des journalistes. La réputation de l'hôpital, bâtie sur des années de prestige, vacillait sous le poids des critiques. David, de son côté, ne baissait pas la garde. Il exigeait que l'administration mette en place des mesures concrètes pour protéger les patients vulnérables et éviter toute récidive. Chaque patient âgé ou incapable de payer immédiatement devait bénéficier d'une évaluation individuelle avant toute décision d'expulsion. Une cellule de médiation et de soutien financier fut créée pour accompagner les patients en difficulté. Une politique de transparence totale sur les factures et les procédures internes fut instaurée, avec des audits réguliers supervisés par des organismes indépendants. Le docteur Maxwell fut personnellement réprimandé et placé sous surveillance stricte. Son autorité et son image de directeur compétent s'effritaient rapidement. Dans le même temps, certains membres du personnel, inspirés par l'action de David et le courage de Samuel, commencèrent à dénoncer d'anciennes pratiques inhumaines, renforçant encore la pression sur la direction. Samuel, depuis sa chambre désormais sûre et confortable, observait le changement avec un mélange de satisfaction et de sérénité. Il comprit que leur lutte avait un impact bien plus large que prévu. Ce n'était pas seulement son rétablissement qui importait, mais la protection de tous ceux qui, comme lui, pouvaient être victimes d'injustices similaires. Un soir, David s'assit à côté de son père. « Papa, regarde tout ce qui a changé. L'hôpital doit désormais penser avant tout aux patients. » Samuel sourit doucement, les yeux pleins de sagesse. « David, tu as fait de moi non seulement un homme respecté,
mais aussi un symbole. Les gens se souviendront que même face à des institutions puissantes, la justice et la dignité peuvent triompher. Ainsi, Saint Mariès a pris une leçon qu'il n'oublierait jamais. L'injustice, exposée au grand jour, avait forcé l'établissement à revoir ses pratiques et à traiter chaque patient avec humanité et respect, rappelant que la vraie puissance d'un hôpital ne réside pas dans ses finances, mais dans sa capacité à protéger et soigner ceux qui en ont besoin. Avec l'affaire de Samuel désormais médiatisée et l'hôpital contraint de réformer ses pratiques, David et son père décidèrent de transformer cette épreuve en un acte de solidarité et de changement durable. Ils savaient que leur combat pouvait servir à protéger d'autres patients vulnérables. David proposa la création d'une fondation en mémoire de Samuel Johnson, destinée à soutenir les personnes âgées et les familles en difficulté financière confrontées à des soins médicaux coûteux. La fondation avait pour mission fournir un soutien financier immédiat pour les patients incapables de payer leurs soins. Créer des programmes de sensibilisation à la dignité et aux droits des patients. Offrir une assistance juridique aux familles victimes d'expulsions ou de traitements inhumains. Samuel, malgré son âge, s'impliqua activement. Il voulait que cette initiative soit un symbole vivant de justice et de dignité. Lors de la cérémonie de lancement, entouré de la communauté, d'anciens élèves et de journalistes, il prit la parole. « Je n'aurais jamais imaginé que ma propre expérience servirait à protéger d'autres vies. Mais je crois que chaque injustice révélée peut devenir une leçon et un espoir. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que personne ne subisse ce que j'ai vécu. » L'hôpital Saint-Mariès, contraint de réagir à la pression, fut également invité à collaborer avec la Fondation. Le docteur Maxwell et son équipe participèrent, cette fois sous le regard vigilant de la communauté et des médias, à des programmes de formation pour le personnel sur le respect des patients et la gestion humaine des difficultés financières. La victoire n'était pas seulement juridique ou médiatique, elle était morale. Samuel et David avaient transformé une humiliation et une injustice en un mouvement concret capable de changer la vie des autres. Un soir, dans le calme retrouvé de sa chambre, Samuel s'adressa à David. « Tu sais, fils, ce que nous avons fait dépasse notre famille. Nous avons montré que même face à des institutions puissantes, un homme et sa dignité peuvent inspirer le changement. » David sourit et posa sa main sur celle de son père. « Papa, tu es devenu un symbole. Et chaque jour, grâce à toi, quelqu'un bénéficiera d'un peu plus de justice et de respect. » Ainsi, la revanche morale n'était pas une vengeance contre l'hôpital, elle était un acte de justice et de solidarité, transformant la souffrance d'un homme en une source de protection et d'espoir pour toute une communauté. Les semaines qui suivirent furent un mélange de sérénité et d'action pour Samuel et David. Samuel retrouva progressivement force et énergie. Chaque matin, il se levait pour marcher lentement dans le jardin de l'hôpital, saluant le personnel et les visiteurs avec un sourire calme et serein, symbole de résilience après l'épreuve qu'il avait traversée. La Fondation Samuel Johnson pour la dignité et les droits des patients devint un acteur incontournable dans la ville et au-delà. Les patients vulnérables y trouvaient un soutien immédiat, tandis que les hôpitaux commençaient à réviser leurs politiques pour éviter toute injustice. L'histoire de Samuel inspirait des communautés entières et rappelait que la dignité humaine doit primer sur l'argent. David, fier de son père, continuait de le soutenir tout en gérant les affaires de la Fondation et en s'assurant que l'hôpital respectait ses engagements. Il ressentait un immense soulagement et une fierté profonde, leur combat n'avait pas seulement réparé l'injustice subie, il avait également créé un héritage durable. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, Samuel regarda son fils et dit : « David, je n'aurais jamais pensé que ma chute pourrait déclencher un tel changement. Mais maintenant, je sais, chaque vie compte, chaque action compte. Et nous avons fait en sorte que cela compte pour beaucoup d'autres. » David sourit, ému. « Papa, grâce à toi, des vies seront protégées, des injustices seront révélées, et surtout, la dignité restera intacte. Tu es bien plus qu'un survivant. Tu es un symbole. » Les médias continuèrent de relater leur histoire, mais Samuel et David savaient que la vraie victoire n'était pas dans les titres ou les interviews. Elle résidait dans chaque patient aidé, chaque vie transformée, et chaque injustice empêchée grâce à leur courage et leur détermination. Ainsi, l'homme qui avait été humilié, laissé dans un couloir froid, devint un symbole universel de dignité et de justice.
L'épreuve subie n'avait pas détruit Samuel Johnson, elle l'avait rendu plus fort, plus respecté, et son combat continuerait à inspirer des générations entières.